Nous allons passer au troisième cas clinique présenté par professeur Fatem Zahra Souilmi, qui est du CHU de Fès. C'est à vous. Bonjour tout le monde. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à siéger ici parmi vous et à partager avec vous quelques cas cliniques vécus dans notre pratique quotidienne. Et je le remercie encore parce qu'il veille à faire intégrer donc toutes les thématiques de la néphrologie et c'est ce qui fait la richesse de ces journées. Alors, donc on va découvrir ensemble quelques cas cliniques. Alors, je rentre directement dans le vif du sujet. Alors, il s'agit là d'un nourrisson, Adam, qui était de sexe masculin, unique de sa famille. Il est issu d'un mariage consanguin de premier degré. Il est né par voie basse, période périnatale normale, poids de naissance à 3 kg. Et il était allaité avec l'allaitement maternel exclusif à 15 jours et puis mixte. Dans sa famille, on note rien de particulier. Alors, l'histoire de sa maladie remonte à 6 semaines de vie lorsqu'il était âgé de 1 mois et demi par l'installation de vomissements qui étaient incoercibles avec des selles glaireuses à raison de 2 selles par jour, dans un contexte de fièvre non chiffrée par les parents et pour lesquels il a consulté, il a reçu un traitement symptomatique, mais il ne s'est pas amélioré, jusqu'à ce qu'il présente des convulsions généralisées qui le mènent à consulter dans notre formation. Alors, à l'hospitalisation, à l'admission, donc il avait totalisé 2 mois, il avait un retard de croissance et il avait une tension artérielle qu'on avait prise donc à SAT 5. Par contre, il était somnolent, hypotonique, fébrile à 39 degrés, déshydraté sévèrement, donc à 15 degrés. Et au niveau de l'examen clinique, on a noté qu'une légère déformation, dysmorphie, donc des oreilles décollées, un frôlage. Sinon, le reste de l'examen, à part les signes de déshydratation, ne montrait rien du tout. Alors, donc, on a mis bien sûr le patient en condition et on a réalisé un bilan qui montrait une fonction rénale qui était normale, la NFS, une légère hyperleucocytose, avec une natrémie à 114, hypokaliémie à 1,3, une chlorémie à 50, des réserves alcalines à 45, magnésémie à 22, une calcémie à 85 avec une phosphorémie à 33, le taux de protides à 56, glycémie normale, bilan hépatique très légèrement perturbé, une CRP inférieure à 6. Le LCR a été la ponction lombaire faite après stabilisation du patient revenu normal et le CBE a retrouvé une infection à Escherichia coli. Alors, quelle est votre conduite à tenir ultérieure? Donc, il faut traiter l'infection, bien sûr. Donc, on traite par un traitement antibiotique, on réhydrate, donc on met de l'antibiothérapie, des antipyrétiques. Et puis, très bien, donc il faut compléter les explorations par une échographie puisqu'il présente donc une infection urinaire, un scanner cérébral donc, qui a été demandé dans le cadre donc, des convulsions généralisées, qui était répété à plusieurs reprises, et donc un EEG a été fait. Voilà, donc l'échographie, elle montre ceci. Donc des reins qui sont... Le pointeur? Non? D'accord. Donc la souris, ça ne marche pas? Donc l'échographie, elle montre des reins qui sont hyperéchogènes, qui gardent une différenciation, corticomédulaire, par contre, et donc j'arrive pas à voir. Et là, vous remarquez que les pyramides de Malpighi sont légèrement hyperéchogènes. Donc il y a un liseré très fin. Donc j'ai mis, donc là à gauche c'est l'échographie de notre patient et à droite c'est une image donc théorique pour mieux vous visualiser donc l'aspect qui a été retrouvé chez notre patient et c'est une néphrocalcinose de grade 1. Alors le reste des bilans qu'on avait demandé, là, le scanner a montré une atrophie cérébrale frontale bilatérale et le jet un tracé de souffrance avec présence d'anomalies lentes gauche. La suite de la prise en charge, qu'est-ce qu'on doit se faire chez ce patient? On a fait l'écho, elle a montré une néphrocalcinose et puis qu'est-ce qu'on fait? On traite le patient, on le fait sortir, on réhydrate ou qu'est-ce qu'on fait? Vitamine D,
Donc, c'est-à-dire que vous voulez compléter le bilan phosphocalcique devant la présence de la néphrocalcinose. Oui, donc il faut continuer les explorations en fait. Alors, si on veut analyser les anomalies biologiques que présentait notre patient, donc il n'avait pas que la néphrocalcinose, mais sur le plan biologique, il avait des altérations quand même très importantes. C'est vrai que la fonction rénale était normale, mais il avait quand même une hyponatrémie sévère. Il avait une hypokaliémie à 1,3, qui est très sévère, classée sévère, une hypochlorémie. Il avait une alcalose avec des réserves alcalines à 45 et il avait une normomagnésémie à 22 et donc une normocalcémie. Donc le calcium était normal et la phosphorémie par contre était légèrement basse. Donc tout ça associé à une néphrocalcinose. Donc là les questions qu'on s'est posées, comment doit-on expliquer les troubles hydroélectrolytiques qu'il a présentés? Est-ce qu'il faut les expliquer ou il faut tous les lier à la déshydratation ou très probablement au problème digestif? Voilà, donc l'origine digestive est une cause ou conséquence. Est-ce que c'est une diarrhée, donc vomissement en rapport avec l'infection urinaire et par contre ça a donné une alcalose, ça a donné une hypochlorémie, une hypokaliémie aussi parce qu'on sait que les vomissements peuvent donner l'hypokaliémie. Les diarrhées sont incriminées plus dans l'hypokaliémie que les vomissements puisque le liquide gastrique est très pauvre en potassium par rapport aux pertes diarrhéiques. Est-ce que l'origine est endocrinienne? Devant toute hypokaliémie, est-ce qu'il faut penser à un problème endocrinien? C'est-à-dire qu'il y avait d'abord l'hypokaliémie en rapport avec le trouble endocrinien qui a ensuite causé les troubles, les vomissements. Est-ce que c'est les vomissements qui ont donné l'hypokaliémie ou l'hypokaliémie a donné l'iléus digestif qui était responsable de la déshydratation et de l'installation des digestifs? Donc tout ça, c'était des questions qu'il fallait se poser. Donc qui a causé quoi et par quoi donc le trouble, qui est le problème qui s'est installé au début, et est-ce que le patient, est-ce que c'est d'origine rénale, il y a des pertes rénales, ou est-ce qu'il y a une coïncidence, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir deux étiologies qui sont associées par coïncidence chez ce patient, ou il s'agit de deux pathologies, d'une pathologie qui peut tout expliquer. Alors pour cela, donc, il faut savoir quelle exploration compléter, pourquoi et comment faire la part des choses donc, pour expliquer tous ces troubles hydroélectrolytiques. Alors, devant une hypokaliémie dont on ne connaît pas l'étiologie, parce qu'on n'arrive pas à expliquer chez ce patient, il faut absolument prendre la pression artérielle. Il faut avoir donc une fonction rénale et un myénogramme, donc un bilan hydroélectrolytique complet. On a pensé à l'hyperaldostéronisme, donc là il faut faire un dosage hormonal, donc en rapport avec l'activité de la rénine et de l'aldostérone. Et sur le plan urinaire, bien sûr, il faut quantifier la durée chez tout patient qui vient pour déshydratation et compléter par la biochimie urinaire. Alors, c'est ce qu'on a fait chez le patient et on a retrouvé qu'il avait une polyurie très importante, à 12 cc kilo/h, malgré le fait qu'il soit déshydraté. La pression artérielle était normale, à 9,5 pour son âge, donc il n'y avait pas d'HTA. Et au niveau urinaire, on a retrouvé qu'il y avait une caliurèse très élevée, une chlorurie qui était normale, une hypercalciurie 20 mg kg, c'est ce qui va expliquer la néphrocalcinose, et une protéinurie qui était significative, bien sûr non néphrotique d'origine tubulaire, puisque le taux d'albumine et de protéines était normal, et il était à 30 mg par kilo, donc était élevé. Alors, le dosage de la rénine, de l'activité rénine-aldostérone, donc qu'on a fait chez ce patient, s'est avéré que la rénine était élevée et que l'aldostérone était élevée aussi. Donc, chose qui intriquait, mais la pression artérielle était normale. Donc, ce n'est pas un patient qui est hypertendu. Donc, on doit penser à un hyperaldostéronisme qui est secondaire. D'accord? Donc, en l'absence d'hypertension artérielle. Donc après, on va mettre cet arbre décisionnel qui va nous aider à retrouver le diagnostic. Donc devant toute hypokaliémie, il faut toujours doser bien sûr et préciser les pertes, qu'elles soient digestives ou urinaires. Donc le dosage de la caliurèse est très important. Une fois qu'elle est élevée, donc on a confirmé les pertes urinaires. Et souvent, j'aimerais attirer votre attention que lorsqu'on a des hypokaliémies très sévères, c'est souvent d'origine rénale, pas digestive. D'accord? Donc, puisque le potassium en général, il est éliminé par voie rénale dans 90% des cas. 10% des cas par les autres moyens, que ce soit la sueur, que ce soit les pertes digestives. Donc, c'est surtout rénal. L'hypokaliémie sévère doit toujours faire penser ou doit faire un ionogramme urinaire à la recherche et pour évaluer la caliurèse.
Et puis, bien sûr, quand on évalue la caliurèse, il faut toujours la prise de la tension artérielle. Donc, vous voyez, c'est un bébé qui est hypotrophe, qui est venu pour une déshydratation, qui a des troubles hydroélectrolytiques qu'on peut mettre en compte donc, sur le problème digestif, mais il faut mesurer la pression artérielle qui doit faire systématiquement partie de l'examen de tout enfant. Alors là, donc, toujours, donc, après ça, il faut évaluer l'équilibre acido-basique, donc voir les réserves alcalines, il faut faire la gazométrie, le pH sanguin et urinaire. Et chez notre patient, on a une alcalose et on a donc une chlorurie qui est normale. Et donc, la perte ici, chlorurie qui est normale, ce qui n'est pas normal. Donc, ce qui n'est pas normal, c'est que la chlorurie soit normale chez ce patient. Ça veut dire qu'il a des pertes qui sont urinaires et donc ça va nous orienter vers des tubulopathies qui sont héréditaires, genre Bartter ou Gitelman syndrome. Alors, donc en résumé, notre patient, donc, il présente une hypotrophie, une dysmorphie, avec une polyurie, une intolérance à la chaleur. Donc, ce qu'il a présenté, c'est qu'il n'a pas supporté. Remarquez qu'il est venu, donc, enfin, vous savez, donc, il est né au mois de juillet, donc à Fès, donc avec la hausse des températures, donc il n'a pas supporté. Il avait un équilibre hydrique très précaire. Et donc voilà, donc tous les signes cliniques qu'il présente. Donc il a une hypotrophie, la dysmorphie, donc avec les oreilles qui sont décollées, une intolérance à la chaleur et une pression artérielle qui était normale, avec les signes biologiques qui est l'alcalose, hypokaliémiante, hypochlorémiante, plus ou moins donc hypophosphorémie qu'on peut retrouver, avec une hypercalciurie, une perte de potassium au niveau urinaire et une activité rénine-aldostérone qui est élevée, avec à l'échographie une néphrocalcinose. Tout ça, ça fait évoquer le syndrome de Bartter. Alors, la prise en charge, donc c'était bien sûr une prise en charge symptomatique et on a réhydraté. Et donc, on a réhydraté, on a adapté le régime du patient, donc qui était riche en sodium. Et donc là, quand on l'a vu en consultation, donc le mois 4 2021, c'est un enfant qui avait, donc il est passé par des périodes où il n'avait pas pris du bon poids parce qu'il a mal suivi son régime. Mais actuellement, donc au mois 4 2021, il a 3 ans et 3 mois, il a un poids moyen, il a une taille à la moyenne, fonction rénale toujours normale et un bilan hydroélectrolytique très satisfaisant sous traitement. Donc, c'est un patient qu'on a pris en charge quand même initialement très précocement. Il a un léger retard psychomoteur en rapport avec l'atrophie cérébrale. L'atrophie, on l'explique par les épisodes de déshydratation et par la déshydratation chronique qu'il avait. Donc, tout ce qu'il avait comme conséquence, comme anomalie, était donc une conséquence de la déshydratation chronique. Alors, le syndrome de Bartter, ce n'est pas une entité très ancienne. Ça a été décrit par Bartter, donc à l'occasion de 2 frères qui ont consulté pour les mêmes troubles hydroélectrolytiques. C'est une pathologie à transmission autosomique récessive. Le syndrome de Bartter, c'est en principe donc un dysfonctionnement qui est localisé au niveau de l'anse de LD. C'est un syndrome de perte de sel. C'est ce qui fait qu'il entraîne un hyperaldostéronisme secondaire. C'est ce qui explique que l'activité soit élevée sans hypertension artérielle. Et donc voilà ce qui se passe en principe. Donc on a la perte de sodium avec la polyurie. La polyurie, c'est parce qu'il y a aussi, donc il y a la perte de sel et il y a le calcium. L'hypercalciurie qui va entraîner une polyurie très importante. Ça va stimuler le système rénine-angiotensine-aldostérone qui va agir au niveau du tube collecteur et qui va entraîner toutes les perturbations qu'on a vues. Alors souvent les arguments cliniques sont tous rassemblés chez notre patient. Et sont tous rassemblés chez notre patient. Il y a plusieurs mutations qui ont été décrites. On a 6 types de Bartter et quelques variabilités en fonction de la mutation. Des fois, on peut avoir la surdité associée, des fois, on ne peut pas avoir la surdité. Alors, si on voit le tableau donc, avec les différents types de Bartter décrits avec les mutations, on n'arrive pas à classer notre patient réellement, en sachant qu'il n'a pas de surdité pour le moment, donc avec les données potentielles évoquées auditives, et l'étude génétique n'est pas disponible dans notre contexte pour pouvoir classer. Bon, heureusement que le traitement, donc il n'y a pas de répercussions, l'absence d'études génétiques ne se répercute pas sur la prise en charge thérapeutique. Voilà. Donc il n'y a pas de corrélation absolue génotype-phénotype, comme je vous dis, ce qui rend le diagnostic chez notre patient difficile. La question, est-ce que le syndrome de Bartter, comment il va évoluer à long terme? Parce que la question principale qu'on se pose, est-ce que cette pathologie va se compliquer d'insuffisance rénale ou pas? Oui,
Donc, elle peut se compliquer d'insuffisance rénale au long cours. C'est pour ça qu'il faut prendre en charge ces patients correctement et remarquer qu'on doit des différents types. Donc là, je souligne que c'est une étude qui était multicentrée, qui ont fait un suivi au long cours de plusieurs patients. Et remarquez que, quand même, dans la plupart des types, donc remarquez ce qui est en marron ici, foncé, c'est le risque d'insuffisance rénale terminale. Les autres, ils ont présenté de la maladie rénale chronique, donc à différents stades, que ce soit stade 1, soit stade 2. Ça dépend de l'intensité de la néphrocalcinose, ça dépend du traitement que suit le patient et de la précocité de la prise en charge. Voilà, donc on passe au cas clinique numéro 2. Alors, donc là, c'est un nourrisson, Mohamed. Il est âgé, qu'on a reçu à l'âge de 6 mois. Il est issu de parents consanguins, il est unique de sa famille. Donc il nous a été adressé du CHU de Berkane pour prise en charge d'une insuffisance rénale sévère. Alors dans ses antécédents personnels, donc il était là jusque-là bien portant, donc il n'a pas d'antécédents particuliers à relever. Par contre, il a un frère qui est décédé à J42 de vie dans un cadre de détresse respiratoire sévère non documenté. Alors, donc il était admis, pourquoi il a consulté, c'était des troubles digestifs à type de vomissement qui ont évolué 17 jours donc avant la prise en charge, compliqués de déshydratation sévère avec une oligoanurie constatée par les parents qui les a menés à consulter et le bilan qui a été fait a montré une insuffisance rénale sévère et le patient nous a été adressé pour prise en charge. C'est un patient qu'on a reçu, il était en trouble de conscience. Il était polypnéique, il était en état de choc hémodynamique, puis donc il a présenté des convulsions généralisées. Les œdèmes étaient absents. Vu son état neurologique, il a été intubé, ventilé sur des critères neurologiques et il a présenté une instabilité hémodynamique pour laquelle il a été mis sous noradré. Alors la gazométrie a montré quand même un pH à 7, donc il était en acidose sévère. Il avait une anémie qui était normochrome normocytaire à 8, fonction rénale très altérée, une hyponatrémie, une acidose, hyperphosphorémie, hypocalcémie, hyperuricémie et donc une PTH qu'on a réalisée dans le cadre pour compléter le bilan phosphocalcique, donc qui était à 5 fois la normale. Le bilan hépatique était normal. Alors, la radiothorax qui a été faite devant la détresse respiratoire donc, a montré une légère cardiomégalie. Le scanner cérébral devant l'installation des troubles de conscience et des convulsions a montré un discret élargissement du système cisterno-ventriculaire et l'échographie des reins de taille normale échogène avec des différenciations corticomédulaires. Voilà ce qu'a montré l'échographie. Remarquez, donc c'est un rein qui est complètement échogène, absence de différenciation corticomédulaire. Donc c'est ça. On voit que le rein, il a la même échogénicité partout, avec des reins de taille normale. Alors, la prise en charge, c'est qu'on a essayé de corriger les troubles hydroélectrolytiques et la mise en dialyse péritoniale a été faite dans les premières 24 heures. Donc, il est venu le soir et le matin, on a posé le cathéter, on a démarré immédiatement la dialyse péritoniale. Les troubles hydroélectrolytiques se sont améliorés de 50% à peu près. Il a amélioré légèrement la fonction rénale, l'hypercalémie, etc. Mais légèrement les troubles hydroélectrolytiques. Et donc, on n'a pas su quoi faire. Pourquoi il fait cette insuffisance rénale, ce patient, qui était jusque-là bien portant, et est-ce qu'à l'occasion de vomissements, de troubles digestifs, on peut altérer sa fonction rénale comme ça, d'une façon très importante? Quelle serait l'étiologie, à votre avis? Voilà, donc les uropathies obstructives. Les uropathies obstructives, mais l'échographie, il est contre, il n'y a pas de dilatation. Est-ce qu'il a fait une nécrose tubulaire sur une déshydratation sévère vous avez, sur un autre problème? D'accord. Donc, si on n'avait pas la NFS, donc on aurait évoqué le CHU, donc syndrome hémolytique et urémique, qui peut diarrhée, vomissement, donc il peut se compliquer d'insuffisance rénale aussi. Mais donc le bilan n'est pas en faveur. Voilà, donc au résumé. Donc toujours pour évoquer des diagnostics, il faut résumer la situation. Alors, donc c'est une insuffisance rénale sévère, avec des signes de chronicité. Lorsqu'on a trouvé l'anémie normochrome normocytaire qui est arégénérative, l'hypocalcémie, une PTH qui est élevée, donc tout ça c'est des signes d'insuffisance rénale sévère. Donc ce n'est pas un enfant qui présente une insuffisance rénale aiguë, donc c'est une insuffisance rénale qui est d'allure terminale. Alors,
elle est survenue à un âge très précoce. À 6 mois, avoir une insuffisance rénale aussi foudroyante et importante, elle est survenue à un âge précoce quand même. Les reins sont de taille normale. Ce ne sont pas des petits reins, ce n'est pas de l'hypodysplasie rénale, mais ils sont hyperéchogènes et dédifférenciés. En sachant que l'hyperéchogénicité, on peut la trouver dans toutes les déshydratations éventuellement chez un enfant quand on a une insuffisance rénale aiguë. D'accord? Et donc on a une néphrocalcinose corticomédulaire sévère. Pourquoi je dis corticomédulaire? Donc parce que si vous vous rappelez, le premier patient avait des pyramides qui étaient légèrement hyperéchogènes. Donc là, c'est tout le rein, c'est pas que les pyramides. Donc on l'appelle, c'est une néphrocalcinose corticomédulaire ou appelée néphrocalcinose diffuse. Et puis on a des parents consanguins et on a un frère qui est décédé dans un contexte de détresse respiratoire. Et là, ici, cette détresse respiratoire était une insuffisance rénale initialement. C'est comme le patient qu'on vient de recevoir, il était polypnéique et il a été intubé ventilé, donc il était dans un état hémodynamique très instable. Donc peut-être que le frère a posé peut-être le même problème. Donc à ce stade, le bilan phosphocalcique, on ne peut pas l'interpréter si on veut faire un bilan phosphocalcique devant cet aspect échogène parce qu'il y a les conséquences de l'insuffisance rénale. Les autres moyens d'exploration, qu'est-ce qu'on peut faire chez ce patient pour arriver à un diagnostic? Est-ce qu'il faut faire autre chose biologique et laquelle? Est-ce qu'il faut le biopsier? On ne peut pas, il est instable sur le plan hémodynamique, donc on ne peut pas le toucher. Est-ce qu'il faut faire une étude génétique? Mais on n'a pas d'origine, on n'a pas de maladie à chercher chez ce patient. Donc là, je vais vous montrer comment on a suspecté le diagnostic. Donc là, il faut faire, donc là, bien sûr, il était en détresse respiratoire. Et là, donc il a fait bien sûr une radio thoraco-abdominale. Remarquez l'air rénal. Vous avez les reins. Est-ce que vous arrivez à les voir? Oui, on a l'impression qu'il y a des reins qui sont... On arrive à voir les reins parfaitement, ce qui n'est pas normal. D'accord? Et ce patient, malheureusement, il a présenté une défaillance multiviscérale. Il est décédé après 6 jours d'hospitalisation chez nous. Là, c'est la radio d'un autre patient, mais c'est juste qu'elle est mieux visible que l'autre. Donc, est-ce que vous voyez l'air rénal? Donc, les reins, ils sont complètement calcifiés, ils ont une tonalité, ils sont comme l'os. Donc, ils sont complètement calcifiés. Et là, ça se voit dans une seule pathologie. Est-ce que c'est la cystinose? Non, c'est l'hyperoxalurie. C'est une seule pathologie. Donc, pour vous rapprocher un peu de cette étiologie, il n'y a pas de signe qui pourrait l'évoquer avant. Il n'y a pas de signe de biologique, il n'y a rien. Même si on fait le dosage de l'oxalémie, elle est élevée chez tous les insuffisants rénaux. D'accord? Donc là, même si on fait le dosage à ce moment-là, c'est perturbé. On fait l'oxalurie, c'est perturbé. Donc de toute façon, à ce stade, il faut penser au diagnostic. Alors, donc, nous, on avait pensé au diagnostic, mais on ne pouvait pas toucher le patient. Ce qu'on avait fait, c'est un prélèvement. On a fait un prélèvement, parce qu'on a pensé, on a vu ces reins qui étaient calcifiés. Et le radiologue qui nous a répondu que c'était l'hyperéchogénicité, en fait, ce n'était pas ça, c'était une néphrocalcinose de grade 3. C'était des reins qui étaient complètement calcifiés. Et du coup, donc voilà, donc on a fait l'étude génétique, on a prélevé d'abord, on n'a pas eu les résultats immédiatement bien sûr, mais c'est ce qu'on a fait. Donc après l'installation de l'instabilité hémodynamique, on a eu le consentement des parents et on a fait la biopsie rénale post-mortem. On a expliqué aux parents qu'il fallait avoir un diagnostic, que c'était le deuxième enfant qui décède, qu'on n'avait pas d'étiologie, il faut qu'on sache ce que c'est. Donc on a fait la biopsie rénale post-mortem et une biopsie hépatique post-mortem. Et donc voilà, les résultats, c'est qu'elle montre des carottes biopsiques complètement calcifiées et avec une néphrite tubulo-interstitielle chronique. Et là, je vous dis qu'on a découvert des dépôts, donc des dépôts de cristaux qui opèrent réfringents à la lumière. Je signale que c'est un examen qu'il faut préciser, qu'il faut demander à l'anatomopathologie. Ils ne vont pas vous répondre comme ça. Il faut leur dire et faites examiner la biopsie à la lumière polarisée pour trouver ces cristaux d'oxalate. C'est-à-dire qu'il faut être orienté vers l'étiologie. Il faut y penser pour avoir un bilan concordant. Bien sûr, après le décès, on a reçu la mutation que le patient était homozygote pour la mutation la plus fréquente au Maroc, la mutation maghrébine, qui confirme l'hyperoxalurie primitive de type 1. Voilà donc les biopsies de ce patient. Donc là, c'était après son décès. Remarquez qu'il avait même des cristaux qui étaient déposés donc, au niveau du cristal. Donc il avait tout l'œil qui avait... ça, c'était anormal comme aspect. Remarquez qu'il avait des dépôts qui étaient partout. D'accord, qui étaient disséminés.
Donc l'hyperoxalurie primitive de type 1, c'est une affection qui est rare. Il y en a 3 types. Le plus fréquent, c'est le type 1. C'est le cas de notre patient. Donc il représente 80% des cas. Il se transmet selon le mode autosomique récessif. C'est la mutation du gène qui entraîne AGXT, qui entraîne le déficit en alanine glyoxylate aminotransférase, qui est normalement produite par les peroxysomes hépatiques, en sachant que le foie reste tout à fait normal, il n'y a aucune anomalie hépatique, et que cette mutation entraîne une accumulation d'oxalate au niveau du corps. Donc quand l'hypersécrétion est complètement urinaire, on appelle hyperoxalurie. Quand le débit de filtration glomérulaire devient inférieur à 40, ça se dépose partout et c'est ce qu'on appelle l'oxalose. Donc c'est une pathologie qui est très fréquente au Maroc, selon le professeur Sfiani qui a fait quand même l'étude du gène. Donc elle serait la maladie génétique la plus fréquente au Maroc. Elle est incriminée dans l'insuffisance rénale chronique terminale de l'enfant. On a beaucoup de néphropathies non étiquetées. Quelle serait la part de l'oxalose? On ne sait pas, mais nos confrères tunisiens ont déjà fait l'étude. Elle représente 13% quand même des causes d'insuffisance rénale terminale chez l'enfant. Donc les manifestations rénales peuvent être, voilà ce que vous voyez, donc une manifestation aiguë, insuffisance rénale aiguë, des lithiases récurrentes, des lithiases occasionnelles, et ça c'est pas en rapport avec le type de mutation, donc il y a la même mutation mais des phénotypes différents, soit par la récidive après transplantation rénale, c'est pour vous dire qu'on peut rater le diagnostic. Il y a un cas qui a été publié par l'équipe de Marrakech qui ont greffé un patient qui était jusque-là étiqueté insuffisance rénale indéterminée. Juste après la greffe, il fait apparaître déclenche son hyperoxalurie. Sinon, le dépistage se fait par l'enquête familiale. Ça se dépose partout, donc le rein, les yeux, donc les artères, le myocarde. Donc c'est une entité qui est très sévère et qu'il faut connaître. Le diagnostic est souvent difficile. Il n'y a pas de signe orientateur si on n'a pas d'histoire clinique. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces 2 cas très intéressants, de 2 aspects de la néphrocalcinose, dont un dramatique.